marche. Est-ce qu'on m'entend? Non. Alors, je vais essayer de parler plus fort. Voilà. Ils sont terribles, ces micros, ils sont difficiles. Alors, je suis le père. Le père que vous avez aimé, admiré, et souvent détesté, je le sais. Alors, je serai tour à tour le père Pouget, le père Audoir, le père Lacrope, le Dastarak, on serait. Alors, Dastarak, si vous avez vu, j'ai mis le béret. Comme il le portait. Alors, il y avait aussi la bolle, il le portait comme ça, je crois. Non, comme ça. Il y avait les autres qui le portaient de l'autre façon, mais je ne sais pas, je ne saurais pas. Le père Martin. Non, père Martin, oui. Bouddha. Il avait tous les bérets ici. Enfin, il faudrait tous les nommer, mais nous y passerions l'après-midi et nous avons quand même autre chose à faire, puisque si j'ai passé cette robe aujourd'hui, c'est pour quand même vous rappeler et vous faire rappeler des souvenirs, et mieux dialoguer avec vous pour essayer de vous rappeler ce que vous avez vécu et qui vous a quand même fait garder des souvenirs immémoriaux. Mon rôle va être de vous aiguiller et grâce à Francis Grand, notre Robert Hossein sorésien, je vous demande de l'applaudir. Merci. Alors, il va nous montrer des indices là sur l'écran. Il aura mis des indices sonores aussi. Et vous, au fur et à mesure, peut-être que ça vous rappellera des choses et que vous voudrez bien venir à côté de moi pour raconter à tous nos amis ce qui vous est arrivé. Donc, ces histoires seront illustrées. Et nous avons un peu évidemment triché, mais ça c'est pour vous permettre de mieux passer les bonnes soirées, parce que nous n'avons préparé ça que depuis hier midi, et je vous demande beaucoup d'indulgence, parce que sûrement nous aurons beaucoup de couacs. Merci quand même. Quoique, effectivement, je voudrais vous dire que nous vous laisserons quand même la parole à ceux qui n'ont pas encore, vous ne voudrez, retrouverez une anecdote qu'ils voudraient raconter, j'espère que nous aurons le temps, parce que malheureusement nous devons quitter la salle impérativement à 20h, et ça je vous demande d'être strict et nous serons obligés de le faire, parce que donc c'est la vieille école qui nous héberge ici. Vous savez que c'est aujourd'hui la fête des journées du patrimoine, qu'ils nous ont fait visiter tout à l'heure des installations et des projets en matière de muséographie, notamment de Don Robert. Et ce soir, il y a aussi à 9h, donc une heure après la fin de notre spectacle, une visite de nuit de l'école, auquel vous pourrez éventuellement participer si vous le voulez, et qui mobilise également tous les techniciens. Donc, on ne pourra pas dépasser le temps. Voilà, et je crois que nous pouvons maintenant débuter par la première énigme que va nous lancer Francis, et pour ça on parle de l'Eurovision. Ah, ce fameux indicatif, ça rappelle pas mal de choses au rugbyman, ça rappelle pas mal de choses au niveau des reportages internationaux, et par contre, voici un bateau, on dirait le France. Voyons. La grille ORTF, le France, la cloche du collège. Ça ne vous rappelle rien, c'est la cloche du collège. Il y avait des sonnaires là. Il y avait des sonnaires qui partaient 5 minutes avant le cours pour aller sonner, ils étaient fiers. Hein. Oula. Regardez, sur la cloche, là, comme ils sont fiers. Peut-être qu'il y en a un qui pourrait nous raconter ses déboires, voilà. Qui sait? Ah non, mais c'est peut-être André David qui va parler au nom de l'autre. Voilà. Je le vois là qui se lève. Bonjour André. Bonjour. On n'avait pas vu, André, hein?
Vous vous portez bien, André David, depuis que je vous avais vu. Plus de 50 ans, mon frère. Ah, vous les portez bien. N'est-ce pas? Alors ce soir, j'usurperai l'identité de Jean-Marie Bellon pour vous raconter cette histoire. Oui. Qu'est-ce qui peut bien lier le France, l'ORTF et la cloche? C'est assez mystérieux. Fort simple. En 1959, en octobre, je récupère ma première charge dans cette école. Je suis nommé sonneur de cloche. C'est moi qui vais régler la vie de l'école et de l'abbaye en sonnant la cloche pour le début des classes, pour les sorties en récréation, pour l'accès au réfectoire. Fort heureusement, on me dispense de la diane un peu tôt le matin et de l'extinction des feux le soir qui me fatiguerait certainement. Donc, je suis muni d'une montre, l'objet indispensable pour le sonneur, qui doit me permettre, chose très agréable, de quitter les cours 5 minutes avant les autres. C'est un bon avantage quand même. Et nous voici ramenés au 11 mai 1960. À ma montre, 15h55. Nous sommes en cours de maths. Je me lève et me dirige vers la porte. Arnaud, de son mètre 55, s'approche de moi. Me dit, mais que se passe-t-il? Je montre sa montre, nous vérifions nos heures. Pas tout à fait d'accord, mais la mienne est l'officielle. Je sors donc et je vais sonner la cloche. C'est pour une fois que vous aviez l'autorité sur le maître. Absolument. Je sonne cette cloche, et évidemment tout le monde se précipite, on nous fait ranger en rang dans la cour des Rouges, et arrive brutalement le père Montserrat, la vache qui rit, à l'époque prieur de l'abbaye. Je le savais, et vous le saviez. Mon père, de quoi s'agit-il? Vous avez sonné un quart d'heure avant l'heure prévue. Je suis désolé, mais ma montre marque bien ça. Bon, ce n'est pas grave, ça va nous permettre de profiter d'un événement international important, et nous nous retrouvons dans la salle des bustes avec nombre de bons pères et d'autres élèves pour assister à un événement doux, l'indice de l'ORTF, commenté, je ne me rappelle plus par quel... C'était Jacques Salbert, sans doute, non? Non, ce n'était pas Jacques Salbert. Mes notes. Théodicron. Je trouverai ça dans Ah, mes c'est notes. pas grave. Oh si, c'est indispensable. Ah, quand même. Bon, mais... non, c'est Georges Bortoli. Georges Bortoli. Georges Bortoli, voilà. Et alors, à 16h pétante, 16h15 pétante, tante Yvonne, la femme du général, brandit son magnum de cordon rouge et l'envoie sur la proue du paquebot France, qui s'ébranle dans un grand bruit de chaîne, tellement impressionnant que Georges Bortoli se mélange les pédales et n'arrive plus à commenter. Tous ici, nous, dans cette salle des illustres, nous applaudissons cet événement. Voilà comment le son de la cloche, un peu à l'avance, a permis à nombre d'entre nous de voir le lancement en direct du paquebot France. Hélas, il y a un bémol. À la rentrée suivante, au mois d'octobre, le poste de sonneur a été supprimé, remplacé par une sonnerie électrique avec des heures épouvantablement précises. Il n'y a pas eu de directeur de l'enseignement. Merci André de ces précisions. Je pense que la soirée est bien lancée. Hein, donc nous pouvons sans doute déjà voir si notre ami Louis est par là. Bonjour mon père. Ah, bonjour Louis. Bonjour. Ça va? Je
Je vous présente Louis Bonnet, vous le connaissez? Cacus. Oh là là. Oh là là. C'est moi. Ça fait 50 ans que je suis au service de cette école. Et j'ai commencé tout petit. D'abord, les pères, ils ont essayé de me faire passer 3 fois le certificat d'études. Ils ne sont pas arrivés. Eh oui. Ils ne sont pas arrivés. Mais croyez pas que c'est parce que je ne comprenais rien. Je pense que c'était les maîtres qui expliquaient mal. Alors, je suis très occupé dans cette école. Je suis le factotum, le grand fait tout. D'abord, je ramasse les feuilles les jours de temps, comme hier. Il y en avait, les gars. Je porte le cahier des absences dans les classes. Ah oui, ça c'est quelque chose de très... une responsabilité très importante. N'est-ce pas? Et je m'occupe de la chaudière en bas de l'escalier. C'est pour ça qu'ils m'ont appelé Cacus. Cacus, c'est un fils imaginaire du dieu Vulcain. Enfin, voilà, j'ai pas tout compris. Mais c'est pas grave. Oui, c'est méchant quand même. Je porte le courrier et les paquets. Et je suis le gardien du séquestre. Ça c'est important. Ça fait longtemps que je travaille dans cette école, mon père. Eh oui. On va me remettre la grande médaille d'or du travail. Mais vous le méritez. Eh ben, je peux, oui, je Vous le peux. méritez. C'est mon ami le préfet Carcassès qui va me Le préfet Carcassès, ouais, qui va lui-même. Oui, lui-même. Ah. Lui-même. Eh bien, félicitations, lui. Ah bah, vous Ah, pouvez, bravo. hein, vous pouvez. Et alors, c'est lui qui va vous décorer? Eh oui. Mais comment allez-vous vous habiller, Ah. mon cher Louis? Je vais me mettre comme au moment de l'enterrement de ma pauvre femme. La veste noire et le pantalon adjacent. Alors, je vais être bien. Mon père, il fallait que je vous demande quelque chose. Ah bon? Excusez-moi Que de- voulez-vous me demander? J'ai un grand service à vous demander. Oui. Mais un grand service. Depuis la mort de ma pauvre femme, je me sens bien seul. Ah bon? Mais vraiment seul. Oui. Surtout le soir dans ma chambre. Oh, Cacus, attention. Et j'ai un grand service. Je me suis dit, il y a qu'à Castarac que tu peux le demander. Oui. Mais vraiment, c'est un grand service. Je sais pas, moi, si je peux. Je pense que vous pouvez, mais enfin, c'est délicat quand même. Ah oui? Oh, c'est Oula, délicat. alors là, Ah, c'est vous délicat. me faites peur. Non, je voudrais vous demander là le soir quand je suis tout seul, peut-être que vous pourriez venir dans ma chambre, m'apporter un livre. Ah! Oh! Ah oui, bien sûr, oui. Je viendrai vous montrer. Nous en sommes à l'énigme numéro 2. La chapelle Ah, oui. et les orgues. Ah. C'est une vieille photo de la chapelle, hein. Elle est vraiment très ancienne. Voilà les orgues. Nous avons un organisme aujourd'hui, je crois, non? Je ne sais pas. Le père Monserrat. Ah. Ah oui. Le père Monserrat qui fait un sermon trop long? Non, c'est pas possible ça. Le père Monserrat ne faisait jamais des sermons trop longs. Encore plus long que ça? Non, non. Non, non, comme ça. Ah oui, comme ça. Qui voit alors? Là, vous vous rappelez? Ah oui, oui, alors là, maintenant. Vous le reconnaissez, non? Qui c'est? Jean-Philippe? Jean-Philippe, il est par là? Ah. Voilà notre organiste distingué. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour mon père. Je vous en prie. Venez nous raconter votre histoire. Quand j'ai descendu pour la première fois le grand escalier qui mène à la salle centrale, j'ai entendu un mot bizarre, bizutage. C'est quoi ça, bizutage? Je ne connaissais pas bizutage. J'ai appris très vite. Faut dire que j'étais le petit gros, enfin j'ai beaucoup minci, je veux dire. J'étais le petit gros de service, tout à fait niaiseux, le client idéal. Seulement ce que les copains ne savaient pas, c'est que j'avais l'arme absolue anti-bizutage. J'étais élève organiste.
du père André Il se planquait. Ah oui, oui, du père André c'est qu'il n'était pas encore l'évêque de Sylvanès, il était surveillant. Il me donnait des cours, ce qui fait que mes récrés, je les passais à la tribune. Pas mal, hein? Eh bien, Et ce qui devait arriver arriva. Un jour de cette Cécile, je me suis retrouvé au clavier de l'orgue. L'église, enfin la chapelle, archivorée, élèves en grand uniforme, état-major, parents d'élèves, costard, crinoline. Vous voyez de qui je veux parler? Les pères étaient tous là, et moi, impérial, sous l'œil interrogateur de mes copains, impérial au clavier de l'orgue, j'ai reçu le vieux divan, impeccable. J'étais le roi du monde. Arrive le sermon. En tant que roi du monde, je m'appuie négligemment sur le pupitre, en bas du pupitre. Et puis ce qui devait arriver arriva. Je glisse. Tout. Ça s'appelle un grand cluster. Cluster sur le grand orgue. Bravo. Là, la terre s'est ouverte sous mes fesses. Je me dis, silence de mort, le trèfle s'arrête, et puis il repart. Moi, j'étais dans un état proche de l'Oklahoma. J'ai fini ma messe quand même, sans trop de casse. Et puis figurez-vous que je tombe sur lui à la sortie, après avoir dégringolé les escaliers qui menaient à la tribune de la chapelle. Et là, il me regarde avec un petit sourire et il me dit, tu as trouvé que j'étais trop long, hein? On n'a pas des métiers faciles. je vais Père Montseret de temps en temps. Je ne suis pas méchant avec lui. Je n'ai jamais été méchant avec Père Montseret. Il avait des absences. Je l'ai, mais j'attends que l'énigme apparaisse pour continuer la série. Et c'est là-bas l'escalier du dortoir des Pères, ça, non? Oui. Et oui. Ça, c'est le couloir du dortoir des Pères. Oui. Mais est-ce que quel est l'indice qui pourrait vous amener sur une histoire sur le dortoir des Pères? L'histoire des Pères, c'est un peu... Ah, une vache dans l'escalier. Qui va nous raconter ça? Ramon Casamiggiana. Ramon Casamiggiana va nous dire quelques mots sur la vache d'escalier. C'est Ramon qui se dénonce. Cette histoire de la vache est tellement incroyable qu'on a quelque peine à la croire. Et pourtant, elle a été véhiculée comme fait authentique par toutes les générations de Sorésiens de l'après-guerre. Mythe ou réalité, c'est selon. Aucun des témoins ou des acteurs n'a pu être joint pour que je puisse vous en fournir tous les détails. Peut-être même ont-ils tous disparu, l'histoire s'étant déroulée aux alentours des années 40. Aussi, ceux parmi vous qui auraient eu ou qui ont des sources d'informations plus précises que les miennes voudront bien, j'espère, se manifester au cours de la cérémonie, si j'ose dire. Quoi qu'il en soit, l'histoire de la vache participe des chahuts, des blagues, des facéties et autres hauts faits que les anciens pratiquaient dans la nuit du dimanche au lundi de Pentecôte aux grandes dames des pères dominicains. Eh oui, qu'est-ce qu'ils nous ont fait cavaler? Lesquels patrouillaient une bonne part de la nuit dans le parc à la recherche et à la poursuite des mauvais plaisants afin de déjouer leur mauvais tour. Aussi, à côté des farces classiques telles que le déménagement des bustes de la salle des illustres, se situe l'histoire de la vache. Firez-vous donc que les anciens réussirent à faire monter jusqu'au dortoir une vache par l'escalier des Pères, celui du 18e que nous venons de voir à l'écran, donnant sur la cour d'entrée de l'époque. Une autre version voudrait que ce fût par un des escaliers des dortoirs, et personnellement j'en doute, vu leur étroitesse. Et savez-vous ce qui arriva? Eh bien, la vache ne voulut plus redescendre, et l'histoire ne dit pas comment on réussit à la faire redescendre. Merci Laurent. Il y a quelques anciens de l'époque, là. On a été cette époque,
elle est un peu vague et diffuse. Elle va de 40 à 45, on ne sait pas. Est-ce qu'il y en aurait qui pourraient nous donner quelques précisions? Je vois quelqu'un là. On a retrouvé la vache. On a retrouvé la vache? Elle est où? J'espère que c'est là-haut. Ah, super. Il y a là-haut quelqu'un qui veut parler, je le vois mal. C'est Patrick, non? Ah ben il y avait une momie, oui, mais ça n'a rien à voir avec la vache. On vous porte le micro. C'est un star qui m'a le grand. Alors pour la séquence de la vache, après avoir rencontré Francis Durand à Marseille, j'ai cherché et j'ai demandé à éventuellement un témoin de l'époque si c'était vrai et qu'est-ce qui s'était passé. Alors ce témoin de l'époque, c'est un ancien Soracien qui était à Sorel dans les années 1932-1935. En l'occurrence, c'est mon père. Il n'a pas pu venir parce qu'il avait 15 ans, qu'il a fait se déplacer. Et je lui ai demandé s'il avait, à son époque, connu l'histoire de la vache. Et il semble que l'histoire de la vache, oui, elle passait bien avant 40. Puisque je sais que vous m'avez raconté son histoire de vache dans les jeunes années. Moi, je faisais quelques perturbations à Sorel quand j'étais élève. Et donc, je lui ai demandé, mais alors, tu as été témoin de cet événement? Il a dit qu'il était témoin, mais pas acteur. Ah, voilà. Faut que. Alors, j'ai dit, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été le plus difficile avec la vache? Alors, c'est vrai, le plus difficile, ça a été de le faire descendre les escaliers. Mais le pire, c'est qu'une vache, quand elle descend les escaliers, comme un certain nombre d'animaux, elle se lâche. Et je pense que c'est surtout ce qui a marqué les gens, c'est la descente des escaliers par la vache, parce que naturellement, elle a laissé des traces. Voilà, c'est le seul témoignage que j'ai pu trouver, parce que je l'ai interrogé il n'y a pas très longtemps, c'est là qu'il m'a dit il y avait une autre histoire aussi de son époque, que je n'ai pas complètement tout compris, c'était l'histoire d'un prof anglais qui avait une petite voiture. Et cette petite voiture, ce prof anglais était tout à fait gentil, mais un peu assez fréquent. Il fréquentait souvent les bistrots. Et donc, un jour, les élèves lui ont mis sa petite voiture sur 4 tables de bar. À l'époque, on avait un bar à côté sur la place centrale. Ah bon, excuse-moi. Voilà. Merci. Merci Patrick. On a eu une pensée pour ton père qui est sûrement un des plus grands anciens de cette époque et qui malheureusement n'a pas pu être là aujourd'hui. Ça aurait été très sympathique pour lui. Alors après, c'est le doyen de ceux qui payent. C'est le doyen. Bravo pour lui, on lui fait un applaudit d'accord. Il y a d'autres interventions sur la vache ou non? Alors on continue. On parlera de la momie plus tard. Voilà mon père, je suis pressé. Oh là, allez-vous, Louis. Je vais à la chapelle. Je vais à la chapelle. Ah, et puis demain. Parce que demain, il y a la grand-messe solennelle. Ah oui. Je vais aider les sœurs à mettre le grand tapis dans l'entrée, parce qu'elles ne sont pas bien costaudes. Au milieu, ça va, mais pour les équations latérales, c'est difficile. Vous savez pourquoi c'est la messe demain? Non, je sais que c'est une grand-messe. La grand-messe Ah, solennelle. oui, c'est le père Cartier. Et oui, le père Cartier. Vous savez, celui qui a été massacré par les communistes. Communiste. Eh oui. Mais non, les communards, Louis. Oh, attendez. Vous ne tenez pas de l'idée que communiste et communard, c'est synagogue. Ah, ça, oh, évidemment. Nous passons à l'énigme numéro 4. Un cochon. Ça, c'est l'indice numéro 1. Quel va être l'indice numéro 2? Un troupeau de cochons au bout du clocher. On se croirait au Moyen-Âge. C'est bien, bravo pour la photo. Je ne sais pas qui c'est qui l'a prise, mais il était doué. Et après, qui en se rappelle?
Un lâcher de cochon? Qui a fait un lâcher de cochon là? C'est Bruno? C'est Bruno, oui, c'est Bruno. C'est Bruno et son fidèle animal, c'est pas un cochon, mais presque. Ben, je suis allé jusqu'à la porcherie et j'ai trouvé que ça. Ah, mais Donc je vais vous raconter cette histoire. Il s'agissait effectivement de la Pentecôte en 1974. Et nous avions fini la plupart des bouteilles qui restaient, je crois, en sortant de la fanfare. Et donc nous avons décidé, avec quelques amis, dont Alexandre de Uresti, Yves Cadeau, de sortir un ou deux cochons de la porcherie et de les lâcher dans le dortoir des pères. Donc nous sommes allés à la porcherie. Nous avons eu énormément de mal parce que le petit cochon, ça allait, mais celui de 100 kilos, je vous garantis que, un, ça sent pas bon, deux, ça mord, et ça ne veut jamais avancer, ces bêtes-là. Et nous étions 4. Nous avons réussi à le pousser dans l'escalier que vous avez vu tout à l'heure, et nous l'avons lâché dans le dortoir des pères. On n'a jamais su ce qui s'était passé ensuite, mais nous sommes allés chercher surtout le deuxième cochon, et que nous avons voulu lâcher dans le parc, et cet imbécile de cochon s'est mis face à un endroit où on faisait des démonstrations avec les chevaux. Il y avait des barrières qui étaient hautes comme ça, mais il n'y avait rien en dessous des barrières. Et cet abruti de cochon, voyant les barrières, refusait de les passer. Donc on était 4 à courir après un cochon. Quand est arrivé le sergent d'honneur, qui était Jean-Jacques Zams à l'époque, qui a voulu nous dénoncer. Et donc nous l'avons attrapé, nous l'avons attaché à un arbre du parc où il est resté jusqu'à 2 h du matin. Et nous n'avons jamais été dénoncés, c'est la première fois. Je dis. Donc les cochons en 74, c'était nous. terrible. Voilà. Bravo pour ce lâcher de cochon qui est tué. Tu peux rentrer maintenant, mais tu vas monter l'escalier. Voilà, il va revenir. Tiens, c'est bien. Il me semble que Cactus doit intervenir. Ça va, mon père? Oui, vous deviez me porter des timbres poste. Oh, fan de chichouna. Ah, que je vous dise, je suis allé à la poste, j'ai vu la postière, et elle m'a dit j'ai pas de timbre, je suis complètement dénudé. Oh, on n'a pas dit ça. Merci. J'étais bien embêté, je me suis dit, Ah, tu comprends? quand tu vas rentrer, tu vas te faire engueuler par le père d'Astarac, ça fera pas Ah oui, une je suis pas nature. content. Ça n'a pas fait une nature. Oh, J'en prends plein la non, gueule. c'est pas normal. Ouais. Faudra revenir que oui. Je reviendrai avec toi. D'accord. On arrive à la 6e, tout doucement. Là, vous voyez, on est déjà à la 6e. Une anglaise. Une anglaise, elle porte un parapluie avec un drapeau anglais. Non? Le God Save the Queen, une histoire de une anglaise. Elle est mignonne d'ailleurs. Elle me plaît beaucoup. Un parapluie. Un parapluie. Une anglaise, un parapluie. Française, je viens faire je pense pas. Et puis, un carreau brisé, une vitre brisée. Une grande vitre brisée. Et le 4e indice, la tombe du cœur Cordaire. Une vitre brisée, la tombe du cœur Cordaire, ça ne vous rappelle rien ça? Non, il y en a peut-être qui ça leur rappelle. Jean-Paul Bossuge, bonjour. Bonjour, venez nous raconter l'anglaise et son parapluie. C'était une légende, non? Oui, c'était une légende. Et puis, alors, bien sûr, cette histoire se passe dans notre chapelle. Et je pense que tous comme moi, vous avez eu des fous rires mémorables dans cette chapelle, parce que tant il est vrai qu'on a les fous rires, ça ne se prend pas, ça ne trappe pas dans la cour de récréation, mais dans un endroit solennel, comme la chapelle. Notre ami Delrieux parlait de cantiques. J'ai reçu le Dieu vivant, on avait changé, le Dieu vivant, et mon cœur est plein de joie, et on avait changé.
pour une contrepétrie, sans le faire exprès, j'ai reçu le vieux divan et mon plat Oh. noir. Les- Je l'avoue, maintenant, les prescriptions, on avait mis, je dis on, c'est mieux, du bleu de méthylène dans le bénitier. Alors évidemment. Ah, ça, je me rappelle. Alors là, je n'ai pas de lait, hein. Les points bleus sur la soutane blanche, c'est frappant. 8 jours, ils ont mis les bonnes sœurs pour arriver à me nettoyer la jambe. Ça a été épouvantable. Mais on ne voulait plus, vous en voulez plus. Non, je vous en veux plus. Alors dans cette crypte, vous vous souvenez, les plus anciens, le père Lacordaire était inhumé sous la crypte, dans le cœur de la chapelle. Et de temps en temps, on pouvait le visiter. On descendait, il y avait un escalier qui est toujours, on descendait, on tournait à gauche, et on se trouvait devant le cercueil du père Lacordaire. Et alors que c'était en 57, 58, je redoublais peut-être la 6e, je ne sais plus laquelle. Et alors je me penchais sur la vitre par laquelle on pouvait apercevoir le père Lacordaire, et je remarquais que le verre était fendu. Et j'entends une voix qui me dit derrière moi sur un ton doctrinal, tu vois petit, le verre, la vitre, elle a été cassée par une Anglaise protestante et qui a donné un coup de parapluie. Bon, j'ai entendu ça, l'explication m'avait convaincu, et peut-être 15 ans plus tard, comme ancien, je reviens, l'école fonctionnait toujours, et je m'approche près de la Pentecôte, près de la crypte, et j'entends un petit jaune qui dit à ses parents, vous voyez, c'est une Anglaise protestante qui a donné un coup de parapluie. Et j'étais content parce que la légende s'est perpétuée. Alors on a écrit avec le site, grâce à notre ami, le webmaster Serge Decour, on a publié, on a fait passer une question, est-ce que cette légende, d'où remonte-t-elle, qui en est l'auteur, etc. Et en 2006, on a eu une réponse, mon père. Merveilleux. C'est un certain Foucault Rodi Duplessis qui a écrit, eh bien c'est mon arrière-grand-mère qui a donné, enfin elle a fait tomber un parapluie, elle n'était pas anglaise ni protestante, mais elle avait bien cassé Elle a cassé la vitre. Elle a cassé la vitre, donc l'oxygène est entré, et le pauvre père, Ah, puis la conservation, un peu difficile. voilà. Et voilà l'histoire, donc c'est la réalité, on a une énigme qui a été résolue. Grâce à une Grâce au correspondance site internet. et grâce au site internet, et nous pouvons là applaudir bien fort On peut Serge rajouter- Decour pour tout le travail qu'il a fait. Et puis on apprécie son travail. Il y a 7000 fichiers de Il est là. répertoriés, il est là. Il est Là, il est voilà, là, il est voilà, là, voilà. il est là. Bravo, bravo, merci, Jean-Paul. On passe à la 7. Ah, la piscine, le grand bassin. Le grand bassin avec le bâtiment des verts derrière. Il n'était pas très propre là, hein. Pas très haut non plus. Oula, la cour des arts est complètement envahie par de l'eau. Vous entendez? Moi, je me rappelle ce bruit d'eau qu'on entendait quand on traversait le porche de la cour des arts, vous vous rappelez? Oh là! La salle centrale inondée. Ça vous rappelle quelque chose, ça? Oh oui. Je crois que ça rappelle quelque chose à Bruno Micheli. Hein? Encore quoi? Encore moi. Ah. Éclairez-moi beaucoup de fois. Mais on a plaisir à t'entendre. On a plaisir à vous entendre. Non, non, mais Non, non, je ne tutoie jamais. Mes élèves, raconte-nous. Raconte-nous. le problème, c'est que vous allez me voir plusieurs fois parce que j'ai passé Ah, mais J'ai on passé- s'en lâche pas. 3 ans à Sorèze et j'ai surtout fait des bêtises. Et donc cette fois-ci, nous avions au milieu du parc, il y a une espèce de petite retenue d'eau que certains d'entre vous connaissent, et nous avions remarqué que le ruisseau arrivé dans cette retenue d'eau est passé par un tout petit trou, et on se dit tiens, si on bouchait le trou avec une pierre, donc nous allons chercher toujours avec mes mêmes amis
Nous allons chercher une pierre, nous le mettons sur la sortie d'eau, et nous attendons une semaine, le temps que le bassin se remplisse. Et le bassin, il est grand, donc il fallait vraiment une semaine. Et au bout d'une semaine, nous allons voir, à cette époque-là, c'était M. Svalen, c'était en 1972, donc écoutez, monsieur le censeur, il y a un problème, il y a la retenue d'eau là-bas, c'est plein. Si ça explose, ça va être une catastrophe. Mes enfants, pas de problème, vous allez prendre des pelles et des pioches, vous allez retirer ce caillou, et vous allez creuser une petite rigole pour que l'eau s'en aille dans les canaux. Donc nous avons creusé une rigole. C'était un cours d'hydraulique alors. Oui, voilà. Une rigole qui devait faire 1 mètre de long sur 5 cm de maximum de profondeur, en espérant bien que surtout ça n'allait pas aller dans la rigole. Et nous avons donc cassé la pierre, et là 200 mètres cubes d'eau se sont répandus, évidemment, bien en dehors de la rigole, descendant le chemin, la cour d'honneur, et M. Svalen s'est retrouvé les pieds dans l'eau. Mais ça, c'était plutôt rigolo. Mais l'année suivante, M. Svalen étant parti, et le père Montserrat reprenant l'école, eh ben nous disons, tiens, si on remettait une pierre. Donc nous avons fait la même chose, et le père Montserrat dit, mais prenez donc des outils, et bien évidemment, retirez la pierre. Donc nous allons retirer la pierre. Bien évidemment, deuxième fois, l'eau se déverse et atterrit dans le bureau du père Montserrat. Oh! Ça, ça a été en 73. Et en 74, on a repris une troisième pierre. Et là, le père Montserrat nous a appelé en disant, attendez, les spécialistes, c'est eux, donc ils vont prendre les outils. Et nous avons inondé une troisième fois. Malheureusement, en 75, je suis parti. Et j'ai regretté que ceux qui nous ont succédé. Voilà. Et le pire, c'est que l'an dernier, il y a 2 ans, j'ai réuni les amis de cette époque-là. Et la première chose qu'on a voulu faire, on ne peut pas le dire, on a mis une pierre. Le directeur de l'hôtel n'était pas content du tout. Voilà, c'était les bêtises de 72, 73, 74. Et vous allez me revoir, malheureusement pour vous. Bravo Bruno. Au revoir. À tout à l'heure. Je sais que vous ne pourrez pas vous passer de remercier. Et qu'avez-vous, Louis? Vous avez l'air bien contrarié. Oh, c'est le père Lamolle. Qu'est-ce qu'il vous a fait, le père Lamolle? Il a voulu que j'astique pour la Pentecôte les baïonnettes des fusils du peloton. Alors je lui ai posé la question, mon père, est-ce que ça presse au centuple? Il m'a dit oui. C'est vrai? Et je lui ai dit, avec cette petite pluie diluvienne qui tombe, j'ai un doute certain d'y arriver. Ah. Et alors? Mais, croyez-moi, du Cégimètre, mon cœur, mon âme et ma divinité, elles brilleront comme un zéphyr. Ah, mais c'est bien ça. Bravo, Louis. Bravo, Louis. C'est la confiance professionnelle. On vous en sera prêt. Et on passe à l'édit plus vite. Vous voyez, on passe. Ah, le dortoir. Ça pourrait être le dortoir des verts, mais vous le connaissez, c'est le dortoir factice. Disons que c'est le dortoir des verts. Il y a une dame qui a l'air pressée. Où elle court, elle court, elle court. Elle court, ne serait-ce pas. Mais elle est poursuivie. Elle est poursuivie par quelqu'un qui aurait de mauvaises intentions. Je ne sais pas. Est-ce que ça vous dit quelque chose là? Ah, Jean-Paul encore, oui. Je suis sûr que Jean-Paul a quelque chose à nous ajouter là-dessus. Par oui dire. Ah bon? Par oui dire. Ah, on raconte beaucoup de choses, il faut se méfier. Oui, alors, imaginez, alors cette histoire m'a été racontée par M. Balayet, que nous avons tous connu, professeur de dessin, de judo, et alors, je tiens ça de lui. Comment il s'appelle? M. Balayet, Jean-Claude Balayet. Jean-Claude Balayet. Et alors voilà, imaginez le dortoir des vers. Ce n'était pas des cellules, c'était un dortoir avec des lits alignés et puis une allée centrale au milieu. Tout d'un coup, des bruits de pas. Les petits gosses assis sur leur lit, et qu'est-ce qu'ils voient passer dans l'allée centrale? Une dame, une surveillante, affolée, qui court, suivie d'un monsieur
tout nu. Tout nu. Tout nu. Et d'après M. Balayé, comment dirais-je, il était d'humeur passablement gaillarde, à moins qu'il ne fût frappé par une crise de priapisme aigu. Voilà. Mais derrière ce monsieur, Juliette, notre infirmière préférée, et M. Balayé. Et voilà, le quatuor quitte le dortoir, on sauve donc la dame, ils attrapent le monsieur en question, alors ils l'amènent à l'infirmerie, qu'est-ce qu'ils lui font, j'en sais rien, certainement ils lui donnent des tranquillisants, bon, ils le piquent, je sais pas s'ils lui mettent une camisole, enfin, ils le pèsent, il ne pèse personne, là, à l'infirmerie, l'aiguille s'arrête sur un 5, 55 ou 65, et ce brave homme, voyant l'aiguille s'arrêter sur un 5, dit tiens, il est 5 heures. Et paraît-il qu'il aurait été déclaré persona non grata et qu'on aurait transféré ce résident dans un autre établissement. Oui. Oh, disons que c'est la version la plus soft que je pouvais raconter. Il y a des accidents comme ça qui arrivent, il faut leur pardonner. On leur pardonne. On ne dira pas les noms parce que ça reste entre nous. Hein. On reste sur ce vague, mais c'était une jolie histoire. Cacus. Ah mon père, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Et alors, oui, laquelle? Et Madame Lestarpé, la femme du concierge, elle vient d'accoucher d'un garçon. Oui. C'est une bonne nouvelle, ça. Oui, alors c'est une bonne Alors, nouvelle. Il est super, cet enfant. Alors je suis été voir monsieur Lestarpé et je lui ai dit, je vous félicite s'il est de vous, parce qu'il y a du passage à... Oh oui, c'est pas bien ça. C'est Louis, alors. Il nous faudra toujours rire. Alors, on passe à l'énigme 9. Ah, Louis XVI. La statue de Louis XVI de l'école. Et la seule qui n'est pas La marche royale. décapitée. Vous dites rien, ça? Non. Le drapeau fleur-de-lys. Le drapeau blanc. Les royalistes. Ah, il y en a toujours eu à Sorel. C'est toujours été. C'est bien compris. Le drapeau, toujours. Ah, mais ça, c'est un petit montage à la Francis, ça, non? Oui. Mais ça doit vouloir dire quelque chose. Ça rappelle quelque chose, ça, à quelqu'un? Ça rappelle quelque chose à quelqu'un? Oui. C'est encore Jean-Paul, là, qui a quelque chose à dire. C'est pas fini. C'est pas fini, attends. Excuse-moi. Je suis allé trop vite. Vas-y, avance, ça va. Oui, on est parfois un peu trop enthousiaste et on va un peu trop vite. Excusez-moi, Francis. C'est pas grave. Oui. Alors, vous avez vu la statue de Louis XVI. Dans notre école, il y a toujours eu des royalistes. Bon, depuis plusieurs siècles, il y en a eu. Et il y avait aussi, on avait un éminent professeur d'histoire-géographie, disons, qui avait une sensibilité un peu, disons, monarchiste, et qu'il avait une tendresse particulière pour les rois de France. Et par contre, il était un peu plus distant avec le Front populaire que l'on parcourait à la vitesse d'un météore. Hein. Pour le programme de terminale, c'était pas... Et alors, il est revenu qu'un jour, des élèves, je pense que c'était des grands, qui rêvaient d'une troisième restauration et d'un roi de France, un nouveau roi sur le trône, décidèrent de hisser un drapeau blanc, si possible à fleur de lys, dans le parc de l'école. Alors, comment trouver un drapeau facile, surtout en République, un drapeau blanc? Alors, il y en a un qui a eu une idée, on va aller chez les sœurs. Alors, ils sont allés chez les sœurs, et bien sûr, ils ont trouvé une corbeille de linge sale. Et là, ils ont fouillé entre les chaussettes, des slips, de tout, et puis, pof, un drap. Ah, super. Alors, ils prennent le drap, en pleine nuit, une nuit sans lune, et de la chance, ils lissent le drap. Tout se passe très bien, le drap retombe pas, est bien fixé, un petit
vent, une petite brise, pas le vent d'automne, heureusement, voilà. Et puis tout contents, ils vont se coucher le lendemain, ceux qui passent à côté à proximité du mât. Il n'y avait pas un défilé ce jour-là? Non, heureusement, non, il n'y avait pas défilé. Le drap, malheureusement, ils avaient choisi un mauvais drap, il avait été jauni par un élève souffrant d'énurésie nocturne. Et heureusement, ça aurait pu être pire, parce que... Oh là! Non, parce qu'il aurait pu... Oh Il aurait pu, disons, avoir été honoré par un apprenti cartographe. On passe à l'énigme suivante. Une histoire d'invitation. Qui a été invité? Une Roméo. Alcool, vous vous rappelez la Roméo alcool, ça c'était merveilleux. Elle servait à photocopier les cours, elle servait à convoquer des assemblées générales, elle servait à des tas de choses. C'était assez compliqué. Monsieur Arnaud. Ah, monsieur Arnaud, bien. C'est intéressant de voir notre sympathique monsieur Arnaud ici. Monsieur Arnaud. Je salue son épouse qui est là et puis dire combien nous avons admiré, combien il nous a aidé à rentrer dans la vie, dans les maths. Monsieur Fass. Monsieur Fass, vous le connaissez, c'était le prof d'allemand. Hein? Prof d'allemand. Qu'est-ce que vient faire monsieur Fass là-dedans? Un gâteau d'anniversaire de mariage. Qu'est-ce que c'est? C'est bien mystérieux tout ça. Qui se rappelle de cette histoire? Ah, Bruno, il en connaît cette histoire. Il en a fait pas mal, hein. Il a été l'auteur, là. Là, tu étais l'auteur. Oui, et cette fois, j'ai été témoin. Parce que j'ai Madame Arnaud ici présente qui assistait à la scène, puisque j'avais la chance à cette époque-là de passer les week-ends chez Monsieur et Madame Arnaud. Je vais d'ailleurs vous donner un scoop. C'est qu'un jour, avec Bertrand, puisque j'étais avec Bertrand Arnaud dans la même classe, et le soir, nous passons dans le salon, et qu'est-ce qu'on voit? Un magnifique papier de la Sécurité sociale où j'ai découvert les 3 prénoms de Monsieur Arnaud. Marcel, Jean, Agapi. Agapi, ça ne s'invente pas. Et depuis 20 ans, à chaque fois que j'enregistre un disque, je mets toujours un morceau qui s'appelle Agapi. Parce que c'est ma deuxième famille. Et donc, un soir avec Bertrand, nous rentrons de l'école et Monsieur Arnaud était en train d'éditer sur une machine à alcool. C'est une machine. On écrivait sur un carbone, le carbone passait dans la machine avec de l'alcool et ça lui faisait les exemplaires à distribuer aux élèves le lendemain pour l'interrogation. Donc nous essayions de savoir ce que nous allions avoir à l'interrogation. Et M. Arnaud, qui n'était pas né de la dernière pluie, planque les bouquets, il nous dit « Mais je vais vous expliquer comment marche la machine ». Grand mal lui en a pris, parce que dès qu'il a eu le dos tourné avec Bertrand, nous avons dit « Tiens, on va faire une blague à M. Fass ». Bon, il doit bien avoir 80 ans, ce monsieur. Donc nous avons pris la machine à alcool et nous avons inscrit une dizaine de fois sur une feuille « Monsieur et Madame Fass vous invitent pour leur 50e anniversaire de mariage à un goûter suivi d'un vin d'honneur demain à midi chez eux. » Nous en avons tiré 300 exemplaires et nous sommes allés les distribuer la nuit dans le village. Oh, alors, je précise que M. Arnaud était quasiment complice parce qu'il était dans la pièce derrière et il rigolait comme un bossu. Donc, il était parfaitement au courant de ce que nous faisions. Quand il avait les plis, là, voilà. Et donc, le lendemain, à midi, nous sommes mis dans la salle de bain de Mme Arnaud parce qu'il y avait un vestibule qui donnait sur la rue où habitait M. Fass. Et tout le village a défilé avec des cadeaux. Le pauvre M. Fass, ne comprenant pas du tout ce qui lui arrivait, était là à la porte. Mais non, pas du tout, mais on n'est pas mariés depuis 50 ans.
Du coup, ils sont vite allés acheter à boire et à manger, et ils ont Ah, les gars, ouais. effectivement à 22h. Mais le problème, c'est que le lundi, nous voilà convoqués dans le bureau du père Montserrat. Et là, nous attendait évidemment le père Montserrat, monsieur Marcel Arnaud, Jacques Fabre de Mességuel, comme ça. Et nous avons pris un savon phénoménal. C'était une honte, etc. Voilà. Et avec Bertrand, hein, nous baissions la tête et on sort évidemment du bureau en rigolant, mais ça rigolait bien plus à l'intérieur, je peux vous dire. C'était pas méchant, mais quand même. Et je vais vous raconter une dernière petite chose, parce que là, je vous ai parlé de M. Arnaud, mais M. Fasque, qui est un type quelquefois assez rigolo, nous faisait une blague en début d'année en cours d'allemand, et nous disait à chaque fois, vous savez, les enfants, l'allemand, c'est une langue très douce. C'est le français qui est une langue gutturale. Et il le prouvait en disant, écoutez, cette phrase de Goethe, Die Vögel fliegt in der Bäume. Ce qui donne en français, les petits oiseaux volent dans les arbres. Bravo. Bravo, bravo. Ce cher monsieur Arnaud, il était toujours en retard. Et un Vous jour, vous rappelez M. Arnaud, oui? et c'est un peu, il était en retard pour la Dominicale. Ah bon? Je ne l'avais pas vu passer, j'étais inquiet. Et tout d'un coup, je le vois qui descend les escaliers à toute vitesse. Ah, je le vois, je dis, Estovir, voilà l'homme. Il me dit, je suis en retard. Je vais ouvrir tout doucement la porte de la salle des bustes. C'était pas commencé. Alors je lui dis, te presse pas, minus abens, tu as 1 minute. Bravo, 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 bravo. Bravo. Et nous passons à l'énigme 11, qui va nous amener au niveau d'une Vespa 400. On va même aller plus loin. Ah, on n'a pas entendu le bruit de la Vespa 400. Loupé, Francis, c'est pas grave. Il y a un problème de son, vous nous en excuserez. Francis avait réussi à trouver l'enregistrement d'un bruit de Vespa 400. Vous vous rendez compte, on peut l'applaudir parce que c'était vraiment très beau. Alors, vous n'aurez pas le bruit de la Vespa 400, mais vous aurez l'histoire parce qu'il y a quelqu'un qui va quand même se rappeler. Il y a quand même plusieurs indices encore là. Ah, la Vespa 400 s'incruste. Le portail des écuries et le clocher de l'abbatiale. On parle d'écurie là. Écurie, Vespa 400. Oui, voilà, l'écurie, les chevaux. Un beau tas de fumier. C'était le tas de fumier des chevaux de l'école, non? Sans doute. Ah, alors, évidemment. La Vespa 400 sur le tas de fumier. Ça, c'est quand même assez cocasse. Qui va se rappeler là? C'est pas Gérard Marais qui devrait nous raconter ça. C'est peut-être pas lui qui l'a vécu ou qui l'a raconté, mais il va nous dire ça combien. Vas-y, prends le micro. Oui, donc c'est Philippe Tesseron, mon maman, qui est arrivé cette aventure. Il m'a demandé de la raconter, il m'a bien expliqué son histoire. Malheureusement, il n'a pas pu venir. Il n'a pas pu venir, il a des problèmes familiaux. Donc, la Vespa 400, bien à lui. La Vespa 400, alors d'abord il faut parler de l'équipe. Il y avait quatre garçons un peu indisciplinés, nous dirions. Il y avait donc Philippe Tesson, Franck Allard, Bernard Ramus
et Max Ferry. Quelle réplique? Elle est sauvelée. Ah oui. Alors, je me mets dans la peau de Tesseron et je vais vous expliquer comment ça s'est passé, comme si c'était à moi que c'était arrivé. Donc, les quatre aimaient bien sortir de temps en temps, ils faisaient le mur. Alors, pour faire le mur, c'était un peu embêtant parce que des fois, c'était pas pratique. Alors, ils ont eu l'idée de récupérer le trousseau de clés de Smaden, de Zouille, c'est un peu connu. Ces clés, alors, ils ont essayé de faire des doubles. Et vous savez avec quoi ils ont fait les doubles? Non. Il est caramel. Ah bon? Il est caramel. Ah, c'était... Bon. Le gars qui a fait la clé, il a dû bien s'amuser avec ça, parce que je vois un peu la coque qu'il peut y avoir. Enfin bref, ça marchait bien. Et puis, en plus de ça, on avait une chance extraordinaire, c'est que juste à côté de ma chambre, il y avait un pion, alors il dormait à la lutte de Funès. Ah, ça l'a arrivé souvent. Voilà. Il dormait, alors il ronflait et tout. Ah oui. Il était consciencieux. Il était très consciencieux. Oui, on peut vous le dire. Alors donc, ça permettait à l'équipe de pouvoir partir tranquillement, avec leur clé, et puis ça allait vadrouiller à Saint-Fé, à Casse, enfin, ils allaient un petit peu partout. De retour, donc, ils reviennent tous les soirs, et puis ils essayent. Et puis, plusieurs fois, comme ça, ils ont fait des va-et-vient. Ils aimaient bien la petite boîte là, qui s'était ouverte après dans une ancienne ferme, Las Pras. Las Pradas. Las Pradas, oui, c'est ça. Et à cet endroit, ça me rappelle une anecdote. Un jour, j'invite une fille, j'avais envie de danser, tout ça, j'adore danser. Et cette fille, elle était mignonne, j'en voyais une avec bien habillée, jolie, mais vraiment Chanel, vous voyez un peu le genre, très très bon. Elle est dansé, et la fille me dit, ah non monsieur, moi je danse pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Elle me dit, mais parce que quand je danse, je sue. Et quand je sue, je pue. Et quand je pue, ma mère, elle m'engueule. Et tout ça dans la salle de Toulouse. C'est pas vrai. Oui. C'est pas une fidèle qui a fait ça. Si, c'est bref, tout ça, on s'amusait toujours bien. Puis un jour, ce qui devait arriver là, c'est que l'un de nous avait oublié de bien fermer sa porte, parce qu'elle graissait, donc il ne voulait pas qu'on entende le graissement. Donc il la laisse légèrement entrouverte. Il va, regarde un peu mieux, oh merde, il n'y a personne à l'intérieur. Il dit, oh là là, c'est encore, comment il s'appelait déjà, Philippe, qui a fait ça, Tesseron. Et certainement que les quatre, ils doivent être dans le coup, donc il va voir les chambres, et s'aperçoit que les quatre ne sont pas là. Donc il a vite compris. Nous, on ne s'inquiétait pas, on ne savait pas de quoi ça. Quand on arrive au retour, vers 5 h du matin, on passe par la conciergerie. Quand on sort, on ouvre la porte, qu'est-ce qu'on voit devant nous? Le zouille et le pion. Oh, j'ai un peu l'accent marseillais, moi, non? Ils étaient tous toulousains, moi je suis de là. Et donc, le zouille voyant ça, les convoque à son bureau, et puis il leur donne une grave punition. C'est-à-dire qu'ils ont donné 2 week-ends de Gaulle d'affilée. Et en plus, lors des remises de prix, etc., un avertissement solennel. Ça, c'était grave. Et encore, ils ont eu la chance de ne pas être renvoyés. Grâce à Svalen, il les a quand même défendus malgré tout. Ils n'ont pas eu de renvoi, ni temporaire. Hein. Ils n'ont rien. Ils ont eu simplement leur punition. Ce qui était quand même un... Merci. Oui, c'était quand même... Oh, oui. Alors moi, tout ça, ça ne nous a pas plu. On s'est dit, ce pion, quand même, c'est un salaud, il nous a fait ça. Et on a voulu se venger. Et puis, c'est Max Ferrier qui a eu l'idée. Il nous dit, le pion, il a une Vespa 400, qu'il garde en général près des écuries, là-bas. Et je sais que, moi je suis cavalier, je sais que Roch, maître Roch, fait dire de mettre le fumier à tel endroit. Donc je sais très bien où ça se trouve. Vous savez ce qu'on pourrait faire? On amène la Vespa là-bas, et puis on la salit avec le fumier, on met du fumier dans la voiture, on fait tout ça. Ah, ouais, mais certains disaient, bon, il ne faut pas trop exagérer non plus. On va quand même la salir un peu au fumier. Donc,
Pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut? Ils font croire qu'ils veulent aller à la messe en disant « Vous nous réveillez à 5h30 parce que la messe, c'était le Père Lamolle, la messe commence à 6h, donc 5h30 ce serait bien. » Et puis ça permettra, surtout comme c'est bientôt le bac, de pouvoir demander à Dieu qu'il nous aide un petit peu, quoi. On n'était pas très doués à l'époque. Enfin, bref. Ils se font ça. Alors, de toute façon, ensuite, ils sont descendus directement, au lieu d'aller à la messe, bien sûr, ils sont allés directement aux écuries. Aux écuries, ils voyaient la voiture, il a poussé vers le fumier. Le fumier, bon, il n'avait pas trop, mais quand même un petit peu. Alors, ils l'ont soulevé, puis ils l'ont monté sur le tas de fumier. Alors, je ne vous dis pas, après, pour l'enlever, il fallait mettre les pieds dedans et tout. Bon. Bref, ça a été assez extraordinaire. Alors, nous, vite après, on est vite allé se baigner. Là, je ne sais pas si vous connaissez, il y avait des bassins ou du chaud. Ah oui, j'en avais senti. Voilà. Donc, on s'est vite un petit peu levé là, parce qu'arrivé là-haut, il ne fallait pas trop sentir. Et d'abord, avant de monter, on est allé vite à la messe. Il y avait la moule qui était là, qui disait sa messe. On a communié, comme ça, il nous voyait bien. Comme il est un petit peu bigleux, on savait qu'après, il ne savait pas si vraiment on était là, mais il nous a vu à la communion, c'était le voici. Le lendemain, le Zouille, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a convoqué. Alors, il a fait sa petite enquête. Il a fait sa petite enquête. Il est allé voir tout le monde, quoi, dont Lamolle qui faisait la messe. Le Père Lamolle. Il faisait la messe. Père Lamolle. Voilà, le Père Lamolle. Et le Père Lamolle a confirmé. Non, ils étaient bien là, ils ont communié tout. Donc, tranquille. Alors, Toiselette, il était là, avec des petits sourires de coin, là. Comme il a l'habitude avec son contrôle de clé, là. Il me dit, comment il a dit ça? Bien joué, messieurs. Bien joué, messieurs. Oui, voilà. Il fallait avoir. Il fallait être et monsieur Soilem a été, comme souvent d'ailleurs, quand il savait être sévère. Avec Acus, vous avez une magnifique brouette. Eh oui, mon père, c'est bien pratique. Tous les matins, je prends la brouette, je vais à la poste, je vois la postière, vous savez, celle qui était débutée. Oui. Je prends tous les paquets des élèves, le courrier, je mets dans ma brouette et je rentre à l'école. Je fais le taxi girl. C'est votre taxi girl. Oui. J'avais pas compris. Alors c'est la 13. La 13, on voit quelques énergumènes. Alors là, je comprends. Ça c'est tout autre chose. C'est une équipe de rugby, ça. Oui, l'équipe de rugby. Alors, qui vient nous raconter, qui vient nous parler de cette équipe de rugby, là? Là, vous avez devant vous l'équipe de rugby junior de l'école de Sorèze, de l'année 64, cliché de Serge Decour, ici présent, qui d'ailleurs nous accompagnait dans tous nos matchs. Était entraîneur, soigneur, coupeur de citron, etc. Et puis, en fait, il connaît tout le monde. Je pense que si on les pointe, on pourra, je pense, les désigner. Alors, qui c'est? Michel Boutonnet, Hubert de Mauvais-Lorbeau, Hervé Marchal, Jean-Michel Roxane, Joël Marchal, Pierre Lécaz, Lafitte, Bernard Gély. Celui-là, on le connaît. Philippe Otomba, Gérard Azéma, Bernard Murat. Celui-là aussi. Il est là. Bravo, il est là. Il est là. Tesseron, Philippe, Christian Danois et Charles Deloté. Eh bien, bravo. On les a applaudis bien fort.
sans doute va nous conter quelques exploits de cette Alors c'est Bernard Lebras était notre capitaine, c'était d'ailleurs le meilleur joueur de l'équipe. Il était tellement bon qu'il jouait au Castre Olympique en junior. Et il faisait même le mur, paraît-il. Ah, aussi. Oui, pour aller à Castres. Voilà. Mauvaise arme. Non, bon, je l'avais fait prendre. Et puis, on avait mis au point, parce que nous jouions contre des mécréants, c'est-à-dire contre. Vous voyez, nous avions le maillot noir et blanc des couleurs des Dominicains, parce que nous défendions l'étendard des Dominicains quand nous jouions contre des mécréants, des lycées, des environs. Alors on s'est dit, ces gens-là, ils ne doivent pas connaître un mot de latin. Nous, on était persuadés que nous parlions couramment en latin. Alors nous avons mis au point des combinaisons qui étaient vraiment incompréhensibles pour l'opposition. Par exemple, il y avait aussi Placaré Gambis. Ou alors, en mêlée, bon, Balou, Ratissaré, Taloulourou. Bon, c'était vraiment du latin de cuisine. Les matchs étaient un peu... Vous me faites honte, Jean-Paul. Les matchs étaient un peu hargneux quelquefois. Et même quand nous jouions sur notre terrain qui était derrière le cèdre du Père Lacordaire, alors il y avait quelquefois des petits accidents, des chevilles, etc. En fait, les élèves qui étaient blessés, finalement, ils n'étaient pas mécontents parce que ils allaient, où on les aidait à y aller, ils allaient à l'infirmerie en priant le ciel, que ce soit Juliette qui soit en service, et pas sa collègue Madame Marche, qui avait les mains rugueuses. Et les plus canailloux prétextaient un coup bas. Et oui, parce que Juliette rendait service, elle avait des qualités pédagogiques indéniables. D'ailleurs, c'est dommage, je ne figure pas dans les photos des enseignants, elle est toujours oubliée. Alors c'est un peu un mythe parce qu'il n'y a pas de photo d'elle. Enfin, nous en souvenons très bien. Elle était très discrète. Elle est très discrète, jolie, experte. Et en fait, bon, pour dire la vérité, à un d'entre nous, disons qu'elle lui a fait, comment on pourrait dire ça, un terme élégant, elle lui a fait découvrir ce que beaucoup d'entre nous ont découvert au conseil de révision. Méchante langue, jaloux là aussi, c'est la jalousie. Désolé, mais je suis resté 11 ans dans cette école, alors j'aurais beaucoup de choses à raconter. Il en connaît. Non, pas mal de classes renouvelées. C'est pour ça que j'ai fait des études secondaires très approfondies. Tu passes ton bac cette année? Ah oui. Mon père, je suis épuisé. Ah bon? Ah oui. Vous ne savez pas ce qu'on nous a fait faire? Le cimetière des pères. Les tombes, elles avaient des croix en bois. Oui. Eh bien, on leur a mis des croix en ciment. Ah oui. On nous a dit que comme ça, ils en avaient pour toute leur vie. Comment faire parler à tout? On a encore des recettes d'explosion, sans doute. Un mur, le mur du parc à côté du cimetière. Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce mur? À un moment donné, je crois qu'il est arrivé. Il a divisé un mur. Ah, oui, effectivement. Une bombe. Une bombe qui m'appelait un peu artisanale. Ah, oh là là, ça m'a l'air un peu compliqué. Hein. Et oui, je
suis désolé. Libertà de Pierre, c'est Bruno Micheli qui a fait une de ses grosses bêtises. Une de ses grosses bêtises. Alors je vous annonce qu'avec Jean-Paul, nous serons en spectacle à l'Olympia du 15 au 25 février. Une drôle d'histoire. Et alors en plus, il y a des complices, parce que vous allez entendre tout à l'heure Benoît Peignet, qui est parmi nous. Nous étions une bande de sales gosses, et moi, je m'appelle Bruno Miquel, et on m'appelait le Corse, et l'autre c'était Alexandre Duresti, on l'appelait le Basque, et on passait beaucoup de temps à acheter du chlorate de soude pour fabriquer des espèces de poudres qu'on faisait exploser dans tous les coins. Mais une année, Alexandre Duresti arrive en disant « Tiens, cet été, avec mon frère, nous avons cassé la baraque de chantier d'une carrière, et il est revenu avec de la dynamite, de la poudre compressée, du cordon Bickford et des détonateurs. Nous avons donc décidé de passer à la vitesse supérieure, parce que j'avais moi un billet permanent de sortie par ce bon monsieur Svalen, où il y avait marqué Micheli pêche, j'ai à la pêche, signé Zorro Z, et j'avais ajouté, en imitant son écriture, sortie permanente, ce que les autres n'avaient pas. Donc le seul moyen de sortir facilement, ça été de faire un trou dans le mur. Et donc nous avons pris un demi-bâton de dynamite, que nous avons inséré dans le mur, nous avons mis le détonateur. Problème, comment faire marcher le détonateur? Et là, un ancien qui s'appelle Constantin Parvulesco, qui était le spécialiste aussi des armes, et c'est lui qui a tiré le canon au bicentenaire en explosant à moitié le canon d'ailleurs, dit c'est pas un problème, j'ai un vélo avec une dynamo, on va s'arranger. Donc, il est arrivé avec le vélo qu'il a pris dans le bureau du surveillant général, qui s'appelait M. Guigu à l'époque, un dangereux militaire, qui était plus souvent fatigué. Heureusement, les militaires ne sont pas tous dangereux. Pas tous, mais celui-là l'était. Mais nous, beaucoup plus. Et donc, nous avons démonté les roues du vélo, chacun a pris un morceau du vélo sur l'épaule, Constantin est monté sur le vélo, a pédalé très fort, et la dynamite a explosé. Et pendant 2 mois, le temps qu'on répare le mur, je suis d'ailleurs allé voir tout à l'heure, la marque est toujours en place. On fera un peu de rien. Oui, si tu veux. Si vous voulez, mon père, pardon. Et donc, ça nous permettait d'accéder à la bonne hauteur du mur. Le seul problème, c'est qu'à cet endroit-là, derrière, il fallait sauter beaucoup plus bas. Mais bon, ah oui. En attendant, c'est quand même nous qui avons été responsables de cette terrible explosion. Et il n'y en a pas eu que celle-là, mais je pense que Benoît va vous en parler après. Voilà, c'est tout. Et je crois que c'est la dernière fois que vous me voyez. Vous en avez fait des Bravo, Bruno. Je vous bénis, mon fils. La 16. Ah, encore du vélo. Ah, tiens, c'est moi. Vous me reconnaissez, hein? J'ai oublié mon chapelet aujourd'hui. Ma maman. Une mobilette. Ah oui, j'avais une belle mobilette, moi, à l'époque. Et je m'en servais assez souvent, sauf qu'elle était en panne. Ah non, oui, la bicyclette aussi, oui, il y avait des promenades en vélo, non? C'est quelqu'un qui... C'est pas moi, ça. Non, moi, je vais marcher par les... Non. Oh, d'accord. Alors ça vous fait penser à quoi, ça? Ah, la chute. Où est-ce qu'il est? Salut tout ça. Ah, Gérard, il a quelque chose à nous raconter là-dessus. Gérard Fusinard. Bonjour Gérard. Bonjour mon père. Il y avait longtemps que vous ne l'avez pas vu. Oui, il y a 50 ans. Et oui. Alors à l'époque, nous étions une quinzaine à peu près, qui avons chacun un vélo. Et tous les jeudis après-midi, il y avait des promenades organisées par vous, cher père. Et oui. Et un jour, vous nous avez dit, je ne sais pas ce qui se passe, j'arrive plus à mettre la mobilette en haut. Ah ouais, elle était dure à mettre en haut. Oui. Alors, tout le monde était catastrophé. Et vous nous avez dit, ben, tiens, prenez la mobilette. À l'époque, c'était des bleus. Si vous arrivez à
la réparer, la promenade aura lieu. Oui, je me rappelle très bien. Hein. Voilà. J'avais pas envie de faire la promenade quand même. Je vous le dis aujourd'hui. Et alors, tout le monde essayait de la mettre en route, et pas moyen, effectivement, elle ne démarrait pas. Alors, on s'était consulté, et Gérard avait dit, bah, écoutez, moi, dans ma ferme, j'école pas mal, on va essayer de la dépanner quand même. Alors, regardez d'abord si l'essence arrive bien. On regarde l'essence, effectivement, ça arrive bien. Regardez la bougie, on nettoie la bougie. Et vous aviez des compétences. Une fois qu'on avait fait ça, on a dit, bon, ben, maintenant, je vais l'essayer. Alors, j'enfourche la mobilette, je pédale, et la mobilette, comme par hasard, elle démarrait au quart de tour. Formidable. Et alors, je me suis trouvé, ben, le problème, c'est que moi, je faisais du vélo, mais la mobilette, je ne savais pas comment ça marchait. Donc, on me dit, ben, vas-y, accélère, accélère. Alors, j'ai accéléré, la mobilette est partie, mais après, comment faire? Mes rétrogrades, mais je ne pouvais pas. Alors j'étais tétanisé et j'ai fait le tour des Bleus, la mobilette à fond la caisse, et c'est une barrière, enfin, comme sur la contrôle. Voilà, peu près, à part qu'il y avait le platus. Et le muret était arrêté par une cornière en fer. Oula. Et je me suis payé la cornière. Voilà. Et la mobilette, eh bien, la roue avant était en Ah, ça je me rappelle. Donc, il a fallu l'envoyer chez le garagiste. Il a gardé bien longtemps. Excuse mon père. Merci Gérard, merci Gérard. Bravo, bravo. Père, 50 ans après, vous pouvez donner votre à votre Ah oui, je lui pardonne là, tout à fait. Je Même je lui avais déjà pardonné. Je n'osais pas vous demander à votre Ah oui, Gérard, il a toujours été très timide, mais il était toujours bien bon élève. Voilà Louis. Ça va mon père? Vous avez de belles bretelles. Vous avez les bretelles? Ah oui. Dites voir mon père, vous êtes doué pour écrire les choses. Ah, ça je suis allé voir la répétition de votre pièce, le rêve passe à Sorèze. Oui. Je me suis mis à la tribune, et bien c'est beau, hein. De là-haut, la vue se répercute, ça fait coefficient. Oh, Bravo, Ah, nous en sommes à la 17. Je regarde ma honte quand même. Jacques Brunel. Il y a peut-être quelqu'un à qui ça rappelle quelque chose encore. Je crois que c'est Jean-Paul là. Jean-Paul, il va nous donner le résultat de la deuxième citation là. Quel assiste pour quel Ah bon, c'est Clermont qui gagne. Ah, bah, c'est pas mal. Ça me va. On vous écoute, Jean-Paul. Vous l'avez tous reconnu, Jacques Brunel. C'est dans les années 60. C'était mon professeur de mathématiques. Je l'ai eu plus souvent que M. Arnaud. Dans les deux cas, j'étais mauvais de toute façon. Il était très bon pédagogue, mais c'est moi qui étais impossible. Jacques Brunel, il était mon professeur. Et il rendait les classes très, très gaies. Les élèves suivaient ses cours. On ne lui a jamais trouvé de surnom. C'est un des rares professeurs, personne n'a trouvé de surnom. Et alors, M. Brunel, il avait un système bien à lui. Il avait inventé un système de classement, je dirais, un peu géographique. Alors, nous sommes dans la cour des jaunes, au début des années 60. Vous voyez où étaient les classes des jaunes. Et c'est une classe, la classe de mathématiques, M. Brunel, était aussi utilisée par M. Fabre, professeur d'anglais. C'était un professeur très coléreux et qui piquait des crises de colère invraisemblables. Il balançait les encriers contre le mur. D'ailleurs, la classe était tapissée, elle était maculée de taches d'encre. Alors, nous sommes en rang,
Non, je voulais dire, oui, M. Brunel, donc il classait les élèves selon leurs notes. Donc les meilleurs étaient en bas à droite, les gradins, et les moins bons, on va dire les plus mauvais ou les cancres, en haut à gauche. Donc, en fait, tout le monde était content finalement, parce que les bons étaient flattés d'être considérés comme bons, et puis ceux qui étaient en haut à gauche, finalement, ne se plaignaient pas trop, parce que moi d'ailleurs, j'avais une vue un peu condescendante sur mes congénères de là-haut, de cette hauteur, ça ne me plaisait pas. Imaginez maintenant si un professeur s'amusait à classer les gens comme ça, le scandale. Imaginez. Alors nous sommes en rang, et nous préparons à rentrer en classe. On se mettait en rang à cette époque. On se mettait en rang. Et alors, ce jour-là, M. Brunel devait nous rendre un devoir de maths. Et parmi ces devoirs de maths, un de ces devoirs de maths, il fallait trouver les dimensions d'une pièce. Et on rentre en classe, et Brunel, il rentre comme ça. Bon, il y a toujours un faillot dans la classe. Hein, monsieur Brunel, vous avez un limbago? Et Brunel répond, non, non, tout va très bien, pas du tout, mais d'après les résultats de Bossuge, le plafond est à 1,20 m de hauteur. Je lui ai rappelé cette anecdote 20 ans plus tard, et il ne s'en souvenait pas. Pour monsieur Brunel, j'étais externe à l'époque, et j'étais persuadé qu'il utilisait les mathématiques pour calculer la vitesse des boules de pétanque du flipper pour jouer aux courses. Et en fait, je vous dirais maintenant, ainsi qu'à M. Arnaud, de là-haut, vous avez toute l'éternité pour calculer la vitesse de rotation des planètes. Bravo, Jean-Paul. Il va falloir que tu restes parce que vous avez des choses à nous raconter sur d'autres professeurs, mais peut-être en accélérant un petit peu parce que alors, on est un peu juste en temps. Nous sommes en classe de seconde. Ça là, je l'ai redoublé. On se souvient pour raison disciplinaire. Et alors, c'était une classe où un cours de français sur Rabelais, l'abbaye de Thélème. Vous vous souvenez de l'abbaye de Thélème? Alors bon, c'était facile, Rabelais et tout. Et un des potaches avait ramené ce petit cylindre qui imite le son du meublement. Alors, le cylindre, il passe de gauche à droite, comme ça, il fait tout le premier rang. Bon, tout le monde fait son meu. Le professeur, imperturbable, il continue en regardant le tableau. Le cylindre arrive au deuxième rang, pareil. Il arrive dans mes mains, moi je fais mon meu comme tout le monde. Et à ce moment-là, le professeur se retourne et dit « Maintenant, ça suffit, j'aimerais que le coupable se dénonce. » Alors dans les classes, il n'y a aucune solidarité, on est tous des rats. Donc tous les regards convergent vers moi. Alors, je me lève, j'étais externe à l'époque, il me regarde et me dit « Monsieur Bossuge, vous serez toujours l'idiot du village. » Il était très fort parce qu'il savait mettre tous les rires de son côté. Au départ, tout le monde est contre lui, il était fort. Et il avait tout le monde avec lui. Il avait tout le monde avec lui. Alors aussi, il y avait un devoir de la querelle ancienne et moderne. Alors, est-ce que c'est un personnage dit quelque chose? C'était à l'origine de cette querelle, c'était Boileau. Et on avait une composition à remettre sur cette querelle ancienne et moderne. Et parmi nos élèves, il y avait Thierry de Montaigu, qui n'était pas le plus mauvais, qui n'était pas le meilleur non plus en français. Et alors, il n'était pas très inspiré, alors on va le voir, et on lui dit « Thierry, on a une citation pour toi. » Ah oui, qu'est-ce que c'est? C'est de qui? Ah, c'est de France Maurice, ou Maurice France, je ne sais plus. Lui, qui c'est? Oh, c'est un écrivain contemporain, t'inquiète, il est très bon, et puis je crois que le prof, il aime bien. Et alors, qu'est-ce que c'est la citation? Ô amis, nous sommes tous tributaires des anciens. Et quand il nous a remis les compositions, le professeur, on s'attendait à quelque chose de spécial. Et à l'emplacement de la citation, il avait juste souligné en rouge avec un point d'interrogation. Il savait très bien d'où venait le problème. Et alors... Il n'avait pas mordu au piège. Il n'avait pas mordu au piège. Et ce même Thierry de Montaigu, on peut imaginer que c'est quelqu'un qui avait, disons, il avait une vieille famille française. Et un jour, on était en classe avec ce professeur, puis il se gratte
la jambe, et puis il demande, parce que ça saignait un peu, il demande est-ce que je peux aller à l'infirmerie. Ah, encore un client pour Juliette peut-être, mais bon. Alors, on lui dit, mais bien sûr, allez-y. Alors Thierry de Montaigu sort comme ça, et puis on voit des gouttes de sang derrière lui. Et le professeur, Monsieur de Montaigu, mais je ne comprends pas. Oui, monsieur, mais je croyais que vous aviez du sang bleu. Et autre chose aussi, il y avait un élève un peu snob, Arnaud de Trabuc, pour ne pas le nommer. Et alors un jour, il rentre avec une lunette de soleil comme ça sur le front. Il lui dit, Monsieur de Trabuc, vous avez l'air d'un chauffeur de locomotive. Il n'a pas encaissé. Puis une autre fois, il y en a un autre, il s'appelait Pelser. Lui, il a avec une lunette de soleil ronde comme ça. Monsieur Pelser, vous avez l'air d'un batracien. À votre avis, qui était ce professeur? Tribu. Ah, il l'a trouvé. Tribu, dit Ploum-Ploum ou le hibou pédagogue. Bravo. On l'applaudit bien fort parce que M. Tribu a formé plusieurs générations de Soréliens avec beaucoup de compétences. Comment il s'appelait? Voilà. Tribu. On l'aime bien, M. Tribu. Merci Jean-Paul. Ça va mon père? Ah oui, non, vous n'avez pas l'air très content. Oh, j'en ai marre, je voudrais que le père Lamour, il me lâche un peu. Hein. Ah bon? Oh. Pourtant, Il voulait que je fasse le ménage des tentules dans la salle des bustes. ah ben oui, c'est vrai qu'on ne le fait pas tous les jours, il a peut-être raison. Là. Ah ouais, mais quand même, vu la longitude de la salle, que c'est plein d'hélicoptères derrière les tentules, je lui dis, mon père, Ah oui, là, c'est vrai difficile. c'est pas de ma compétition, ça. On se dépêche, on est à la 19. Les trappistes, il y a eu des trappistes. Le rôle de trappiste. Les enfants les rouges. Une scie sur un plancher. Tout ça est bien mystérieux. Oui, oui. On scie le plancher. Ah ben oui, voilà, il y a une échelle qui descend dans un plancher avec une belle ouverture pour une trappe là. Alors qui c'est qui voit quelque chose là? Attends. Il y a des joueurs de cartes. Ah oui, il y a effectivement de bons copains. Alors, comme on avait prévu de tous vous les citer, mais comme on est pressé, on ne peut pas. On s'excuse, on va plus vite. Alors, on devra parler le petit dernier, qui je crois était. Je lui donne le pointeur. Oui, je vais me confesser aujourd'hui, mon père. François Turcat. Merci. Je vais essayer de vous donner la bénédiction. Je ne sais pas si ça va être dur. Bon, on a vu quand même beaucoup de choses aujourd'hui. On a vu des vaches, on a vu des cochons, ouais. On a vu notre petite Juliette, hein, on a vu aussi des explosifs un peu partout. Puis nous, on était, pour ceux qui étaient avec moi, il y en a beaucoup ce soir, entre 61 et 66. Il y a Gérard. On les salue, là, on les applaudit. Eh bien, oui, on peut les applaudir parce que c'est une sacrée équipe. Donc, on s'était quand même rendu compte que le Sorens Bainag, c'était pas terrible. Et lorsqu'on fermait les portes de nos cellules à 21h30, la nuit était longue. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Dans ma chambre, on a appelé un ingénieur en chef qui s'appelait Isaac Vincent, qui est devenu, rassurez-vous, un as de l'aéronaval et qui est un ingénieur confirmé, et qui m'a fait cette trappe en bois. Personne ne voyait rien, et le soir, après le couvre-feu, eh ben, nous étions en bas en train de ripailler. Ce que je dois bien avouer, cher père, c'est qu'avant, on a été piquer la chartreuse et les jambons chez vous, bien entendu, et qu'on passait toute la nuit à jouer aux cartes et à boire, et on rentrait le petit matin. Mais l'anecdote la plus savoureuse, c'est quand même... On s'en est jamais aperçu, non? Pardon? Les pères ne s'en sont jamais aperçus. Ah, 6 mois après. 6 mois après, on a tenu le coup, vous savez, on avait un peu grossi par rapport aux autres, mais c'était pas mal. Je peux vous le dire. Et l'anecdote la plus marrante, parce que là, il aurait fallu la filmer, et s'il y avait eu une caméra invisible à ce moment-là, ça aurait été génial, c'était un de nos surveillants qui était le surveillant Antoine, et qui un jour, quand même, s'était inquiété de voir, et c'est là où on s'est fait avoir,
s'est inquiété quand même de voir rentrer 3, 4, 5, toute l'équipe est ici, dans ma chambre. Vous savez, vous avez vu les cellules, elles sont toutes petites. Et un jour, il vient en surprise, il court, je l'entends courir, parce que bien sûr, moi je restais à mon bureau tranquille, c'est donc qu'il était rentré, je restais pour faire semblant que j'étais tout seul. Et il ouvre la porte comme un fou, et il voit qu'il n'y a personne, alors qu'il avait vu rentrer au moins 4 ou 5 personnes dans ma chambre. Alors là, il m'a pris pour un grand magicien. Et là, je ne sais pas, pour revenir à la vache de tout à l'heure, je ne sais pas en fait, et je ne voudrais pas contrarier le plus ancien des anciens, je ne sais pas si cette vache, elle est retournée en bas. Je ne sais pas si nous l'avons mangée. Mais je vous rassure, on n'avait pas fait de barbecue. Merci François Turcat. Ah. Eh bien, mes amis, je vais vous dire une chose. Avec près de 50 ans passés dans cette école, j'ai bien le droit de prendre ma retraite. Mais je vais vous dire une chose. Je resterai attaché à cette école jusqu'à ma mort, à moins que le bon Dieu me prenne avant. Vous avez sa bénédiction et la mienne. On se presse avec l'énigme 20, du gaz de l'eau pour commencer. Une bouteille de gaz. Ça sent encore l'explosion, ça, non? Ça sent encore l'explosion. Benoît Peignet. Oh là là. Les sons de courir les explosions, la couleur. C'est une belle couleur, hein? C'est ton site. Allez, Benoît, à vous. On applaudit Benoît Peignet. Bonsoir. Oui, ça va, c'est bon. Bonsoir. Donc, tout à l'heure, Bruno a laissé entendre qu'il y avait des complices dans ces explosifs. Alors, effectivement, suite à la récupération de quelques éléments permettant de faire des choses qui n'étaient pas toujours très légales, mais qui étaient appris des fois aussi en physique-chimie. Et comme en tant que président de la conférence à Saint-Paul, nous avions fait des petits déjeuners où nous utilisions un but à gaz pour faire chauffer le café. Et donc, ainsi offrir aux élèves la possibilité de prendre un petit déjeuner un peu plus copieux avec du pain grillé, etc. Et donc, nous avions des bouteilles de gaz vides dont nous ne savions que faire. Et en chimie, nous avions appris que le gaz pouvait être explosif avec de l'oxygène. Et donc, avec le chlorate de soude mélangé avec du sucre, ça produisait de l'oxygène, entre autres, tout en se consumant. Et donc, nous avions récupéré nos petites bouteilles de gaz, nous ouvrions, une fois qu'elles étaient vides, un trou un peu plus grand, et dedans, nous mettions notre chlorate. Le cordon ombiliforme qui avait été récupéré à la carrière, nous le mettions dedans. Un peu de colle scotch autour, et nous allions dans le bassin de décantation de la piscine, nous allumions notre cordon, et avec une plaque de fonte de bouche d'incendie que nous avions récupérée, nous le mettions par-dessus, et nous attendions que la consommation du chlorate produise suffisamment d'oxygène pour que le gaz explose. Et vous avez vu tout à l'heure le geyser que ça faisait, mais c'était 10 mètres de haut, avec la plaque de fonte qui montait en l'air aussi. C'était assez intéressant, et voilà. Et en plus, ça ne faisait pas de bruit. Donc, discret. Voilà. Nous avons essayé une fois dans la cour des Rouges de le faire. Alors là, c'était autre chose. Parce que le cul de la bouteille est venu dans l'autre sens, et la bouteille est partie contre un carreau et l'a pété. Voilà. Donc ça, c'était... Alors, je vous permettez, voilà. On va d'ailleurs essayer. Voilà. Après l'histoire de la couleur, alors toujours à la conférence à Saint-Paul, nous avions un local qui était un cours des Rouges, et nous pouvions y faire pas mal de choses.
Et entre autres, notre ami Bruno Micheli, qui était un passionné de bestioles, avait toujours tendance à récupérer tout ce qui se traînait dans le parc, et un jour il était revenu avec une couleuvre qui devait bien faire 2 mètres de long. C'était vraiment une belle bête. Et donc, sachant pas où la mettre, on l'avait mis dans un grand aquarium dans la conférence à Saint-Paul. Sauf qu'il fallait lui donner à manger. Et comme dans nos dortoirs, dans nos cellules, nous avions souvent le passage de petites souris, donc je ne sais pas si vous avez tous connu ces petits rongeurs qui se baladent, surtout dans les chambres où il y avait de la nourriture. Et comme tous les élèves qui revenaient après les vacances, ils avaient souvent de la nourriture. Ils avaient de quoi manger, oui. Voilà. Et donc, de temps en temps, une souris rentrait dans les sacs, et puis à ce moment-là, ils ne pouvaient plus sortir. Donc, plutôt que de les tuer, on leur disait, on les donne, et on les donnait à manger à notre couleuvre. Et cette couleuvre, festoyait avec ces souris. Donc un jour, une souris, on la donne à la couleuvre, et à peine elle avait attrapé la souris, il y avait la petite queue qui sortait, et elle a lâché la souris. Et on a vu la souris partir avec la langue de la couleuvre dans sa bouche. C'est une performance. Et donc notre couleuvre, elle a fermé sa gueule. Bravo de moi. Et nous avons entendu qui a l'air chagriné là. Et c'est encore le père Lamolle. Encore. Pour le Carousel, il m'a demandé d'aller enguirlander Louis XVI. Oh, Vous n'allez pas l'enguirlander, vous allez le décorer. Mais c'est bien quand même. Alors, Louis XVI encore. Louis XVI pour la dernière là. Jean-Paul, notre grand historien, va nous parler des Louis XVI. Des Louis XVI, pour finir, on va lui demander, on est arrivé dans les temps, mais d'accélérer un peu. Il a 3 minutes, pas plus. Il a 3 minutes. Bon, ça c'est la statue du parc. Alors, vous connaissez tous à quand remonte-t-elle? Quand est-ce qu'elle a été érigée, à votre avis? Bon, vous ne savez pas. Sous la Cordaire en 1857. Alors elle a été plus ou moins respectée, elle a été peinte en blanc, en vert, en plusieurs couleurs, dans des générations de potages, mais finalement elle est toujours là, et ça n'a pas été toujours le cas ailleurs, parce qu'il y en a eu d'autres, pas beaucoup. La plus ancienne a été érigée à Nantes, petit village d'Aveyron, en 1823, mais elle a été décapitée 3 fois, la dernière fois en 1989, curieuse manière de célébrer le bicentenaire de la Révolution par nos amis aveyronnais. On n'a jamais retrouvé la tête, et le reste de cette statue est dans la mairie de Nantes. Il y en a une autre dans Loire-Atlantique, Loroux-Bétreau, qui date de 1822, donc il y a tout de l'époque de la Restauration, c'est la plus ancienne. Il y en a une autre près de Rennes, au château de Caradeuc. Elle a été commandée en 1826 et achevée après 1830. Donc elle a été remisée au musée de Rennes et elle a retrouvé une trace dans le parc qu'en 1954. Donc elle est restée 124 ans dans une remise. Il y en avait, la plus connue est celle de Nantes, au sommet de cette colonne. Nantes doivent la connaître, c'est à Nantes. La place, voilà, elle a changé de nom, je pense. La place. C'est pas Joffre ou un truc comme ça, ou Fauche, ou bon. Mais ce que vous avez peut-être ignoré, c'est que cette statue, elle date seulement de 1926. Et c'est une copie de l'original qui datait de 1823, mais qui a été déboulonnée en 1830. Enfin, il y en avait une autre, mais elle a disparu. Elle était à Bordeaux, elle était en bronze, mais elle a été fondue par les Allemands en 1942 pour en faire des canons. Donc il n'en reste plus que 4. À votre avis, est-ce qu'il y en a d'autres? Et oui, il y en a une autre, mais elle n'est pas en France. Non. Non. Elle est aux États-Unis. Aux États-Unis. À Louisville, Kentucky. Voilà. C'est une photo que j'avais prise il y a quelques années. Alors Louisville, pourquoi? Parce que les Américains sont très reconnaissants à Louis XVI de les avoir aidés à conquérir leur indépendance. Et d'ailleurs, dans le Kentucky, il y a d'autres villes qui ont des noms qui rappellent bien la France. Versailles, Bourbon, Éminence, et même Paris. Mais à Paris, une ville où l'alcool est interdit. Donc là, quand même, la limitation de la France s'arrête là. Et alors, cette statue, elle a été
Il a été commandé par un ancien de Sorèze, qui a été à Sorèze en 1771, 76 par là, et qui a été maire de Montpellier pendant toute la Restauration. Il s'appelait Jean-Michel Dax de Cessales. Marquis Dax. Donc il a commandé ça à un certain Valois en 1823, il a été construit en 1823. Et puis évidemment en 1930, la mairie de Montpellier l'a déboulonné. Ils l'ont remisé dans un hangar, et puis ça n'a plus quoi en faire. Et il a fallu attendre le jumelage de Montpellier et de Louisville pour l'envoyer à Louisville. Donc c'est le maire Delmas qui a eu cette idée, très bonne idée. Donc cette statue a remonté le Mississippi, puis l'Ohio. Elle se trouve là, devant l'hôtel de ville, en très bonne place. Et je pense que c'est celle qui a la plus appréciée de toutes les 5 statues qui restent, je dirais, dans le monde. Ah, c'est merveilleux comme histoire. Merci Jean-Paul. Merci Jean-Paul de ce que vous avez raconté, qui a été très instructif. Alors nous avons très peu de temps maintenant. On va remercier les professeurs. Demain, il va quitter sa chair et sur cette estrade il ne montera plus. Ah, c'est une confrère. Notre camarade, il faut aussi. Certains d'entre vous l'ont connu commune, ici, sur les vêtements. On nous salue. Alors voilà, les textes, vous avez qu'à y remettre des noms, vous les mettez, faire de la carte, voilà, il y a beaucoup de sœurs dominicaines, on ne salue pas assez. Les visages uniques, et des choses assez peu. Monsieur Frère. Ça, oui, moi je n'ai pas connu. Ah, les tapés. C'était une figure. Oui, vous vous rappelez. Ce carrière. Le père de bois, le père de bois, ça plus. Madame Gué. Ah oui, elle a laissé le choses venir. Je sais pas si elle a pu venir aujourd'hui. C'est bien. Ok. Viens ton capitaine. Moi c'est. Girard. Je suis beau, hein? J'ai toujours été beau. Et Père Mirek, le grand papa, c'est la résidence. On serait dans toute là, on leur dit merci encore une fois. C'est une belle brochette là. Super. On applaudit les parole de
applaudit encore et on